Voilà, donc ça m'intéressait aujourd'hui, pendant l'exposition ici, de Mailloux 1935, de l'interroger là-dessus. Voilà. Ouais. Bon, moi, j'ai connu Mailloux Miserantan quand j'avais exactement 10 ans. Je l'ai connu pendant les 4 ans, jusqu'à 14 ans. Et j'ai un souvenir extraordinaire. C'était une femme qui a laissé une empreinte très importante dans ma personnalité, même comme artiste. Non? Évidemment, j'ai fait un art qui est complètement différent, mais j'ai un rappel d'elle comme une femme d'une extraordinaire passion, très imaginative. Elle nous faisait faire des jeux très amusants, elle nous faisait dessiner, peindre. Elle racontait des choses, elle nous faisait raconter aussi des choses toujours très imaginatives et toujours très profondes. C'est un peu spirituel ce qu'elle faisait. Elle avait un peu des croyances. Et vous, pourtant, dans votre carrière, vous avez plutôt tapé un peu sur l'Église catholique. Je crois que Mailloux Miserantan était une femme très libre. Elle aimait beaucoup la liberté. La liberté, pas seulement dans son art, mais aussi, disons, dans sa vie. Non? Peut-être pour moi, c'est la leçon la plus importante comme enfant que j'ai reçue d'elle. Cette liberté qu'après j'ai pratiquée d'une façon totale dans mon travail, dans mon art. Toujours un côté, moi je trouve tragique, qu'on voit même dans sa peinture. C'est ce que dit Dolores. Ouais, c'est ce que dit ma tante, son épouse Dolores, qui est peintre aussi. Elle trouve qu'il y a quelque chose de tragique aussi. Ouais, à la fois léger et tragique. Et c'est vrai, dans beaucoup de portraits, moi j'ai un enfant qui est venu visiter et qui a dit tous les portraits d'enfants, ils sont tristes. Tu sais, ça m'a un peu interpellée, cette réflexion. Après, quand je dis c'est une peinture intimiste, chaque fois qu'elle fait des intérieurs, il y a une présence d'un animal. Elle était toujours entourée. Hein. Toi, tu m'as rappelé là, le nom des chats, des chiens. Donc, on voit que c'est une peinture assez familière presque. Vous êtes un admirateur de la tauromachie. Vous le placez même au-dessus de tous les arts. C'est ce qui est dit en tout cas sur Wikipédia. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas pour vous, la tauromachie, il se situe au-dessus de tous les arts. Et la question, c'est que vous êtes engagé, battu contre Franco. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, puisque les grandes familles de Madrid et de Salamanque, manadiers, c'est-à-dire ceux qui gèrent la race pure des taureaux, même s'il y a eu des manipulations génétiques, étaient pour Franco. En Toledo, il y a eu une tradition de tauromachie extraordinaire, et quand il est mort, exactement pareil. Non? Disons que c'est logique que quand il y a une dictature, il y a des artistes, il y a des gens que pour une raison ou pour une autre, pour ne pas avoir de problème, ils sont avec la dictature. Mais il ne faut jamais, disons, faire un parallélisme entre ce qui était la dictature de Franco et la tauromachie. La tauromachie, c'est un art aussi important comme la peinture, comme les sculptures, comme le théâtre, qui est au-dessus, disons, des idées politiques ou des régimes politiques. Pour vous, c'est hors de question que la Catalogne sorte de l'Espagne. Pour quelle raison, pourquoi vous avez engagé ce combat? Oui, j'ai engagé ce combat parce que la Catalogne, c'est l'Espagne. C'est exactement l'Espagne, c'est seulement pour ça. Disons que c'est comme si, tout à coup, je ne sais pas, l'Île-de-France,
Languedoc, tout à coup, ils disaient, bon, nous, on n'est pas la France. Ça, c'est absurde, non? Ça forme part du même pays. En plus, la Catalogne, concrètement, et tout ce qui est le nord, le Pays Basque, Santander, etc., ça a été la formation de l'Espagne. La formation de l'Espagne a commencé dans le nord de l'Espagne, qu'ils ont commencé à retirer les Arabes. Après l'invasion des Arabes, qui est arrivée jusqu'à Poitiers, ils ont tout ce qui était la Catalogne et le nord de l'Espagne, ils ont combattu contre les Arabes, ils ont poussé les Arabes vers le sud. Non? Pourtant, c'était la formation de l'Espagne. Pourtant, ils sont plutôt à gauche. Enfin, c'est ça Pardon? Ils sont plutôt à gauche en Catalogne. Donc non, moi je crois que... Pour vous, c'est une position extrême droite de oui, ils disent que c'est la gauche, mais ce n'est pas la gauche, parce que ces raisons, les raisons pour celles qui demandent la séparation, c'est des raisons antisolidaires. Ils ne veulent pas avoir la solidarité avec le reste de l'Espagne, pour question d'argent, etc. Non? Et puis, c'est des gens énormément fanatiques que, si on serait dans une autre époque, on connaîtrait des histoires, comme les histoires des Juifs avec les Espagnols, avec les gens qui ne sont pas d'accord. Disons, moi, je trouve que c'est des gens même dangereux dans lesquels il faut faire vraiment attention. Et donc, le mouvement, alors je dis peut-être mal le mot, c'est quoi? Podemos En Espagne? Oui. Oui, c'est ça. Vous êtes aussi très virulent. Podemos, c'est le populisme, non? Le populisme. C'est pour ça qu'ils ont eu des subventions du populisme de Venezuela et de Chavez, non? C'est-à-dire, c'est des raisons populistes, c'est des raisons pour détruire, disons, une certaine façon de société. Et c'est des gens, en principe, c'est des gens qui ressentent qu'un certain, comment on dit ça, un certain désir de détruire tout ce qu'on a fait jusqu'au moment. Dans l'Espagne, tout ce qu'on a fait du point de vue démocratique, après disons, la fin de la dictature, tout ce qu'on a fait même du point de vue social, non? Ils veulent imposer une façon totalitaire d'une idée de gauche. C'est-à-dire, c'est comme retourner un peu à l'époque de la Révolution russe, mais maquillé maintenant dans une certaine modernité. Vous vous situez où, en fait? Vous êtes plutôt au centre, alors, enfin, politiquement, enfin, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais vous êtes plutôt au centre, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait une légitimité sur le combat contre Franco, vous avez pris des risques dans votre vie, c'est dommage, quelque part, que vous ne vous rapprochiez pas de ces personnes-là, qui ont, enfin, évidemment, on peut penser qu'ils ont du fanatisme aussi, mais ils ont quand même des idées comme donner un revenu de base à chaque citoyen. C'est des idées qui sont reprises en Suisse, en Suède, puisque la croissance économique, comme vous l'avez peut-être connu lors des 30 Glorieuses, a vraiment beaucoup de mal à revenir. Et il y a 45 millions de chômeurs en Europe. Donc tout n'est pas forcément à jeter. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu... Oui, Podemos, tout ce qui essaye de montrer comme des grandes conquêtes sociales, c'est des choses utopiques qui ne sont pas possibles. C'est pour ça que c'est de la démagogie. Disons qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui dans l'Europe, ce qu'on appelle la société du bien-être, non? Donc, si on veut qu'il reste la sécurité sociale qui est universelle en Espagne, c'est pas comme ici qu'il faut payer un pourcentage, non? En Espagne, c'est pour tout le monde, sans payer, si on veut qu'il reste tout le budget pour le chômage, etc., si on veut qu'il reste l'école publique, toutes ces choses-là, ça, c'est une quantité, disons, d'argent, c'est une façon de porter, disons, le monde des impôts, qui n'a pas beaucoup de possibilités sans enlever une partie de ces choses-là. Ça, c'est ce qu'il y a. Et même les pays rentrent dans des grands déficits pour essayer de soutenir ça. Si on veut, disons, enfin, on essaye que les riches payent plus d'impôts,
nous le trouvons, je crois qu'en France et dans des autres pays, nous trouvons que les riches, ils foutent le camp avec ces entreprises. Alors, disons qu'il faut choisir. Hein. On ne peut pas avoir tout. Moi, je crois que le problème que nous trouvons, c'est qu'il y a une partie de notre société qui a été gâtée. Hein. Les enfants, déjà, ce n'est pas comme mon époque, disons, ils ont déjà, dans l'enfance, ils commencent à être gâtés par tous les côtés. Ils ont eu tout, ils se sont trouvés avec tout ça. Et ils croient qu'ils peuvent avoir tout. Ça, ce n'est pas possible.